Et donc, on continue avec François Lévesque. Salut François. Bonjour Stéphane. Économiste, prof à l'école des mines, spécialiste du marché de l'énergie, de l'électricité, etc. Donc Jean-Pierre Clamadieu, qui était avant toi ingénieur du corps des mines lui aussi, tu me l'as appris, était parfaitement... Parce que j'ai mis réformer le marché de l'énergie, mais je crois que tu vas me répondre, mais pourquoi faire ? Ça dépend du marché, surtout. Est-ce que tu as réformé le marché de l'électricité ? De l'électricité. C'est l'électricité qui m'intéresse. Voilà, c'est l'électricité et donc pas le marché du pétrole. Et puis, de toute façon, le marché du pétrole, on aurait du mal à ce qu'un pays, ou même l'Europe toute seule, réforme le marché du pétrole. Bon. Donc, réformer le marché de l'électricité. Plutôt améliorer le marché de l'électricité. Pourquoi ? Parce que réformer donne l'idée qu'il faut faire quelque chose d'assez brusque, d'assez radical, d'assez significatif. C'est ce que disent nos ministres. En fait, il y a des améliorations à apporter, des améliorations importantes, notamment pour faire en sorte que les marchés envoient des investissements, envoient des signaux pour réaliser les investissements de long terme. Mais sinon, les marchés de l'électricité, alors la difficulté, en fait, y compris pour un ministre aussi articulé, comme disent nos amis anglo-saxons, que le ministre de l'économie et des finances, eh bien, c'est un ensemble de marchés avec une grande complexité. Alors, pour faire simple, et pour distinguer, il faut distinguer le marché de gros et le marché de détail. Donc, un marché de gros, vous comprenez ce que c'est, il y a des grands consommateurs, par exemple des industriels, qui achètent des grandes quantités d'électricité sur ce marché de gros. Et puis, il y a des producteurs d'électricité qui vendent sur ce marché de gros de l'électricité. En général, la veille pour le lendemain. Donc, c'est un marché de court terme. Et puis, il y a le marché... Attends. Alors déjà, tu m'apprends un truc. Marché de gros, j'en sais rien, moi. Les électro-intensifs, les gars qui font de l'aluminium, par exemple. Voilà. Ils achètent au jour le jour leurs produits, leur nécessité électrique. Ils peuvent acheter au jour le jour. Ils peuvent acheter aussi... au jour le jour. Ils n'ont pas des contrats de long terme. Ils ont des contrats, mais ils ont un peu de tout. Mais en tout cas, si par exemple, le contrat de long terme, ils ont un contrat de long terme qui est juste pour une partie de base, pour 80%, eh bien, tous les jours, ils peuvent acheter, ou parce que leur usine va tourner beaucoup plus vite, ou parce que il y a une production qui va passer en 3-8, eh bien, ils vont avoir besoin de plus d'électricité par rapport à leur contrat initial. Donc c'est aussi une roue de secours. Effectivement, les grands consommateurs industriels, ils achètent ce qu'on appelle du ruban. C'est-à-dire ils achètent pour toutes les heures de l'année, entre telle heure et telle heure, pour 2 ans et 3 ans. Mais ce marché de court terme, de la veille pour le lendemain, il va faire apparaître le prix. Voilà. Donc, le marché de gros, il y a un marché de gros, comme il y a un marché de gros du pétrole. Oui, j'ai compris, absolument. Voilà, c'est le marché de gros. Et puis le marché de détail, et donc le marché de détail, eh bien, ce sont des fournisseurs comme Total Energy, EDF, qui passent des contrats avec le consommateur, avec des ménages, aussi avec des artisans, aussi avec des industriels qui, eux, ne veulent pas forcément acheter sur le marché de gros. Donc, marché de gros, marché de détail. Et puis, marché de court terme. Et attends, le marché de détail. Là, le prix, comme tu as dit, et on va y revenir, le marché de gros fait apparaître le prix. Donc, c'est sur le marché de gros qu'on a eu ces fameux 1 000 € le mégawattheure. Voilà, le marché de gros de court terme. Le marché de détail, c'est... Alors, du gré à gré, ou alors des tarifs protégés par la puissance publique. Voilà, c'est ça. Alors, je ne sais pas comment tu achètes ton électricité, je ne sais pas non plus auprès de qui tu te fournis en électricité, mais le choix, il est à la fois de fournisseurs, peut-être un contrat avec Total Energy. Non, moi je suis resté EDF. Moi. Voilà. Mais EDF, autre possibilité, EDF propose des contrats dits régulés, donc au tarif qui est fixé administrativement, ou alors des offres de marché. Voilà. Et donc là, avec des possibilités plus grandes de flexibilité, et souvent aussi des prix plus élevés. Voilà. Donc le marché, ça c'est le marché de détail. Et effectivement, en France, on est très protégé sur le marché de détail parce qu'il y a ce tarif administré. Souvenez-vous, c'était même avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Eh bien, le Premier ministre d'alors avait décidé de protéger les consommateurs français contre le choc de prix de l'électricité. Et donc, en France, il y a eu ce bouclier tarifaire qui a fait que les ménages français et une grande partie de l'industrie ont été très protégés par rapport à l'augmentation des prix. Augmentation des prix tout à fait normale, puisque le prix du gaz augmentait. Alors, c'est là où le discours public, on va dire, peut-être d'ailleurs mal informé, voire désinformé par la puissance publique, c'est là où le discours public est plus d'accord avec ta présentation. Et en gros, l'idée, c'est de dire non, pourquoi est-ce que moi, qui suis à 75% d'électricité nucléaire, je dois être soumis au prix du gaz ? Là, il y a quelque chose qui ne marche pas, dit Bruno Le Maire. Alors,
d'une part, il n'est pas soumis au prix du gaz puisqu'il est protégé par ce tarif réglementé. Ok, mais c'est le contribuable qui a payé ce que le consommateur n'a pas payé, donc c'est une protection limitée quand même. On y reviendra sur les effets distributifs. Et puis, d'autre part, ce marché de court terme, il sert à quoi ? Ce marché de gros de court terme, il sert qu'à chaque moment, eh bien, l'électricité que les ménages et les entreprises consomment soit au coût le plus faible. D'accord ? C'est-à-dire que s'il se trouve que la centrale qui produit au coût le plus faible l'électricité dont on a besoin pour satisfaire la demande, si ça se trouve, elle est à 1000 km plutôt qu'à 100 km de la zone de consommation, sachant qu'on tient compte du coût de transport, eh bien, c'est cette centrale-là qui va produire l'électricité. C'est la centrale qui propose les moindres coûts qui va répondre à la demande. Donc sur le court terme, on a vraiment ce que les économistes adorent dans leur jargon, parler de une allocation efficace des ressources, Absolument. puisque ce sont ceux qui produisent les kilowattheures ou les mégawattheures au moindre coût qui sont sélectionnés pour qui sont appelés en premier à rentrer sur le réseau. Voilà. Alors, bien évidemment, quand on arrive à, comme tous les marchés, sur des tensions, et notamment parce qu'il y a une rareté de l'offre. D'accord ? Donc il y a moins d'offres, soit parce qu'il y a des centrales nucléaires qui sont en carafe, soit parce qu'il y a la guerre en Ukraine et les coupures de gaz. Donc en situation de rareté, les prix, ils montent. En situation d'abondance de l'offre, les prix diminuent. En 2015-2016, on était à 20-25 euros du mégawattheure et on est passé à 300. Et donc les marchés de court terme, ils servent à ça. Ils servent à envoyer les signaux de prix qui reflètent l'équilibre plus ou moins favorable aux consommateurs ou aux producteurs. Oui, mais dans une volatilité quasi délirante. Tous les marchés de commodités, le soja... le soja, il peut passer de 20 à 1000. Non, même le blé, il a juste doublé. Il n'a pas vu son prix multiplié par 100. De 20 à 1000, effectivement. Donc là, l'écart... Alors, une des raisons, sans doute, pour l'électricité, c'est que l'électricité, c'est une commodité locale. Et ne se stocke pas. Voilà. Ne se stocke pas, absolument, et en plus local. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un marché mondial de l'électricité. Vous ne pouvez pas vendre de l'électricité aux États-Unis et les producteurs américains ne peuvent pas vendre d'électricité en Europe. Donc ça fait que les chocs, lorsqu'il y a des déséquilibres entre l'offre et la demande, eh bien, ils sont très la volatilité est encore plus grande. Et puis, comme tu le rappelles, évidemment, le grand facteur, c'est que l'électricité ne se stocke pas. Voilà. Et donc, comme ça ne se stocke pas, les stocks, ça amortit les prix quand même. Mais bien sûr. Ça amortit les fluctuations de prix. Alors, mais pour revenir, pourquoi les Français achèteraient-ils leur électricité à un prix plus bas? Parce que l'électricité qui est produite en France est une électricité électronucléaire avec un coût de production bas, et en tout cas est nettement plus bas que le mégawattheure produit par une centrale thermique. Je vais te répondre, moi, François, c'est parce qu'on a financé ces équipements et que donc on est quelque part tous un peu actionnaires d'EDF et donc on récupère le bénéfice de notre financement. Pas cette situation-là. Pourquoi ? Alors effectivement, les consommateurs français, et non pas les contribuables, les consommateurs français ont payé le parc nucléaire. Bon, mais pourquoi je ne voudrais pas de cette situation ? Je ne voudrais pas de cette situation parce que le marché européen nous apporte une sécurité invraisemblable. Qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'il y a presque un tiers des centrales nucléaires qui sont tombées en carafe ? Eh bien, grâce au marché européen, on a pu s'approvisionner auprès de l'Allemagne, auprès d'autres producteurs, auprès d'autres pays en électricité. On a importé massivement l'électricité. Et donc, si on veut que les Français bénéficient de l'électricité qu'ils considèrent comme le leur, ou la leur plutôt, parce que produite sur place, eh bien, il faut fermer la frontière électrique. Vous fermez les frontières électriques en Europe, bonjour les dégâts. Bonjour les dégâts en termes de sécurité d'approvisionnement. On va te répondre, tu confonds l'interconnexion nécessaire et effectivement l'entraide qu'on a vue entre la France et l'Allemagne, même entre la France, l'Allemagne et l'Angleterre d'ailleurs, qui est sortie de l'Union européenne, mais qui reste interconnectée et qui a fonctionné avec nous sur l'interconnexion et non pas le mécanisme de fixation des prix. Le mécanisme de fixation des prix, il est très bien, ce mécanisme de fixation des prix sur le marché de gros, puisqu'il réalise ce qu'on cherche, de minimiser les coûts pour les consommateurs. Et les marchés, ils servent là pour révéler de la rareté ou pour révéler de l'abondance. Alors, il y a la question de la redistribution. La question de la redistribution est une question légitime, mais différente. On peut très bien imaginer que
que le marché de gros, on n'intervient pas, que la France n'intervienne pas sur le prix du marché de gros, mais qu'en revanche, lorsque le prix de l'électricité est très élevé en France et que des producteurs en France vont produire, disons, avec la rémunération du capital à 50 € du mégawattheure et le prix de marché est à 300 €, Absolument. rien n'empêche un gouvernement de prélever sous forme de taxes ce surprofit Ce qui s'est passé d'ailleurs. Voilà, ce qui s'est passé en Pour les énergies renouvelables. Voilà. Mais il faut pas mettre la main dans un marché de gros de court terme qui fonctionne, d'accord, pour prélever des profits et pour prélever des surprofits et pour amortir le choc pour les consommateurs. Parce que pour être très clair, distributif, c'est très bien. Non, mais on va y aller. Mais je veux juste pour être très clair sur l'efficacité du marché. Si à un moment t'es pas de court terme, si à un moment t'es pas à 1 000 € le mégawattheure, la centrale à gaz ne démarrera pas parce qu'elle sera pas rentable. Et donc là, t'as pas assez d'électricité. Et donc là, c'est le blackout. Voilà. C'est aussi simple que ça. Voilà, absolument. Donc c'est pour ça que le prix relève le fait que vous avez une demande, et une demande solvable. Il y a des gens qui ont acheté de l'électricité, enfin, il y a des traders qui ont acheté de l'électricité à 900 € ou à 1 000 € du mégawattheure. Donc c'est pour aller remplir, satisfaire cette dernière partie de la demande. Et donc, quand c'est à 1 000 €, même ceux qui produisent à 100 €, ils vont empocher 900 €. Absolument. Eh bien, dans les rares cas, parce que historiquement, c'est quand même assez peu courant que le marché soit à 1 000 €, eh bien, dans ces cas-là, et si ça dure un peu longtemps, eh bien, et qu'on est préoccupé par les effets redistributifs, eh bien, on passe par au-dessus, on ne met pas les mains dans le marché en train de le triturer, mais on passe par au-dessus et on met en place une taxe sur ses surprofits ou sur ses rentes. Voilà. Ce qui s'est fait d'ailleurs en France, ce qui était des contrats passés historiquement en fait, voilà, oui. avec ceux qui ont installé les éoliennes et les fermes solaires. Ils ont bénéficié d'une forme de rente pendant de très nombreuses années, et là l'État a récupéré, je crois que c'est 17 ou 18 milliards d'euros, enfin c'est quelque chose de considérable. Et vous n'aurez jamais d'économistes, à mon avis, qui vous diront qu'il ne faut jamais taxer les surprofits. Quand il y a un surprofit qui vient du ciel, ouais. D'accord, c'est-à-dire qu'il ne correspond à aucun mérite dans le choix des technologies, à aucun mérite dans les investissements. Eh bien, ce qui tombe du ciel, et lorsque ça a des effets très défavorables sur les ménages ou sur les entreprises, eh bien, vous capturez les surprofits. Alors, tu as dit en commençant d'ailleurs, la Commission européenne d'ailleurs, bon, j'ai bien compris, ne veut pas toucher à ce mécanisme qu'on vient de décrire, voilà, là, de manière très claire. De court terme. Mais voilà. Il y a plein d'autres choses. Exactement. Et notamment, il y a l'idée donc d'essayer d'envoyer des signaux, comme tu l'as dit, pour permettre aux industriels d'investir. Voilà. Et donc là, c'est cette question de contrat de long terme, terme un peu technique, contrat pour différence. Oui. Est-ce que aussi, c'est pas tout à fait la même chose? Est-ce que tu peux nous expliquer là un petit peu ce qui se passe? Bon, les contrats de long terme, c'est, Stéphane, est-ce que tu veux signer pour moi, tu es un producteur d'énergie, est-ce que tu acceptes de signer pour moi, de me fournir 1000 mégawattheures au cours des 5 prochaines années avec tant par jour à tel prix? On va négocier, ouais. Tu vas me dire non, je veux un prix plus élevé, etc. On tombe d'accord, évidemment c'est un gros contrat un peu compliqué, on tombe d'accord, et donc là on a un contrat de long terme qui, moi, grand consommateur, va me protéger. Par exemple, je suis un industriel, eh bien voilà, j'ai une certitude sur le long terme d'avoir pendant 10 ans tel prix de l'électricité. Et puis toi, tu as un débouché, parce que des fois le prix de l'électricité est très très bas. Absolument. Voilà. Et donc ça, c'est le contrat de long terme. Bon. Il y a des contrats de long terme un peu plus sioux qui s'appellent, ou plus compliqués, qui s'appellent le contrat pour différence, ouais. Où là, c'est l'État qui s'engage. Voilà. L'État qui s'engage. Et le Royaume-Uni, d'ailleurs, a mis ça en place. Ils ont mis ça en place pour la centrale nucléaire d'Hinkley Point, notamment. Alors, comment ça marche? Eh bien, vous garantissez à EDF, prenons Hinkley Point, donc cette centrale, cette EPR qui est en train d'être construite au Royaume-Uni, eh bien, le contrat ici, qu'est-ce qu'il dit? Il dit EDF aura 100 € du mégawattheure pendant 20 ans. Si le prix du marché de gros, il est à 50 €, EDF va à ce moment-là
va à ce moment-là rembourser 50 € à la caisse du Royaume-Uni, et inversement, enfin, c'est plutôt le contraire, si le marché de gros est à 150 €, eh bien, c'est EDF qui paye 50 € au budget, au trésor au Royaume-Uni, et si le marché de gros est à 50 €, eh bien, EDF Hinkley Point va vendre à 50 €, mais il est pas, ce qui est garanti, c'est les 100. Et voilà, c'est ça. C'est le Trésor qui lui donne 50 € du mégawattheure. Et donc, c'est un système qui permet de ne pas foutre en l'air, pardonnez-moi l'expression, parce que c'est une splendeur quand même, ce marché de court terme de l'électricité. Pourquoi c'est une splendeur? Parce qu'on a réussi à mettre en place un marché de gros de l'électricité pour un bien qui ne se stocke pas. Ouais. Donc c'est vraiment... alors évidemment, c'est complexe, et on a réussi. Voilà, l'Europe a réussi à faire ça. Et donc, on ne touche pas à ça. En revanche, eh bien... EDF ici a bénéficié à travers ce contrat pour différence d'un bon signal d'investissement. C'est ça. Il calcule son coût, voilà. Il y a une forme de garantie, il y a une forme de c'est une forme de concession finalement aussi quelque part. Oui, voilà, c'est à peu près la même sauf mécanique. qu'elle est articulée à un prix de marché. Voilà. Et le prix de marché, c'est le prix de gros de l'électricité. Et c'est bien que ce soit l'État qui fasse ça, ou est-ce que ça pourrait être, c'est Erwan Tison qui vient nous voir régulièrement, qui dit aujourd'hui c'est tellement important qu'il faudrait une sorte de banque centrale de l'électricité, et que ce soit à l'échelle européenne, en fait, une agence totalement indépendante, un peu comme la BCE, qui passe ces contrats. C'est un détail pour toi? Ces contrats pour la différence peut-être, mais il ne faut pas exclure, je pense qu'il y a tout un ensemble de contrats de long terme possibles. Par exemple, il y a ce dont je parlais tout à l'heure. Je te disais, moi, tu produis l'électricité, moi j'en achète, on est d'accord, sur 10 ans. Ça s'appelle un contrat bilatéral. Ouais. C'est pas parce qu'il y a des contrats pour différence avec la puissance publique qu'on va interdire des Il ne peut pas y avoir aussi des contrats bilatéraux. D'accord. Donc si moi, notamment, je veux absolument de l'électricité verte, qu'il y a un champ d'éoliennes et que ça soit toi le propriétaire du champ d'éoliennes qui est à 20 km, donc avec des coûts de transmission pas chers, eh bien voilà, on va faire affaire. Donc il y a toute une panoplie de contrats de long terme. Il y a aussi les futurs quand même, mais qui sont surtout sur 4-5 ans. Donc laissons le choix des instruments à la discrétion de chacun. Alors peut-être avec de la régulation, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des effets anticoncurrentiels de contrats. Donc il faut peut-être qu'il y ait une vigilance sur les contrats qui sont signés, une certaine transparence sur les contrats qui sont signés, mais laissons cette panoplie et laissons les opérateurs, qu'ils soient producteurs ou qu'ils soient consommateurs, choisir dans cette panoplie. Et donc l'idée d'un Gosplan de l'électricité à Bruxelles... C'est ça. Pour toi, ce serait une idée qui détruirait en fait notre puissance de production? Parce que globalement, c'est ça que tu lis partout, quoi. Hein. Enfin, en tout cas en France. Je ne lis pas la presse européenne, mais en tout cas en France, ce que tu viens de nous décrire pendant 20 minutes, plus personne ne le dit. Défendre ce marché, ça semble être aujourd'hui une hérésie. Mais bon... ma compréhension de pourquoi tant de gens pensent que c'est une hérésie, c'est hyper compliqué à comprendre, parce que c'est un ensemble de marchés emboîtés. Bon, enfin, tu viens de l'expliquer assez clairement, là. Hein, oui, mais j'ai pris quand même 20 minutes. Donc, il y a des gens qui mettent que qui veulent une explication en 5 secondes. D'accord. C'est quand même plus compliqué. D'accord. Ça, c'est la première raison. Je pense que la deuxième raison, c'est qu'en France, on est quand même assez obsédé par les effets redistributifs. Ouais. Voilà. Et donc, l'idée que quand il y a une ressource rare, il faut la louer le mieux possible. Il faut la louer de telle façon que ce soit les producteurs, on minimise les coûts. Donc cette idée-là, qui est évidemment au cœur de l'analyse économique, la location, voilà, il y a des biens rares, y compris l'électricité. Il faut les allouer de la meilleure façon possible. Et la meilleure façon, c'est en minimisant le coût. Bien, en France, ce qui nous intéresse, c'est la redistribution. D'accord ? C'est le gâteau, comment partager le gâteau plutôt que le gâteau. Et bon, ça c'est mon deuxième élément explicatif de pourquoi on se préoccupe là. Il y a cette idée, il faut casser le marché de l'électricité parce qu'il y a cet effet redistributif. Mais encore une fois, quand il y a des effets redistributifs défavorables qui sont politiquement, et là c'est un choix politique, et là l'économiste n'a pas grand-chose à dire, et le choix politique est fait, l'effet redistributif est considéré comme trop négatif pour les ménages ou pour les entreprises, eh bien on prélève les profits par le haut sans casser les mécanismes de marché. Et là, en l'occurrence, on a décidé d'arroser très très largement, y compris sur des ménages qui n'en avaient pas besoin. C'est invraisemblable. Mais voilà. C'est invraisemblable. Et là où il y a un second choix politique... 2 minutes. C'est les Allemands, en gros, ont mis 100 milliards pour protéger les consommateurs, plus de la moitié pour l'industrie et l'autre moitié, moitié pour l'industrie, moitié pour les ménages.
La France, on est à plus de 50 milliards. Et la France, elle est à 45 milliards pour les ménages et 5 milliards pour l'industrie. Ça ne va pas. Ou en tout cas, ça reflète des préférences, c'est-à-dire les choix politiques sur les consommateurs, sur les ménages, alors qu'il y a, et comme tu le sais, beaucoup d'entreprises qui souffrent et qui vont continuer de souffrir par un prix de l'énergie trop fort en Europe. 5 milliards dans de telles conditions qu'en plus, les entreprises ne vont pas les chercher. Tellement c'est complexe. Oui. En plus, le guichet est ouvert et il n'y a personne devant. Voilà. Compliqué. Merci François. Merci pour tout ça. François Lévesque, donc, qui était avec nous. Merci de nous avoir suivis donc, autour de l'industrie, autour de l'énergie. Et évidemment, on se retrouve très bientôt pour une prochaine émission de Bismart.